Ah, l'image du prêteur juif au Moyen Âge, c'est une image forte, tenace, qu'on a tous un peu en tête, non? Mais est-ce qu'elle est juste? Ce stéréotype, qu'on croit bien connaître, cache en réalité une histoire beaucoup, beaucoup plus complexe et même assez surprenante. Pour la comprendre, eh bien, il faut revenir aux sources. Voilà, cette image, elle vous dit sûrement quelque chose. C'est la représentation classique, celle du prêteur juif médiéval. On voit déjà des traits un peu caricaturaux, des personnages absorbés par l'argent. Cette image, on l'a répétée, répétée et encore répétée dans l'art, et ça finit par forger une perception qui a la vie dure. Et puis, bien sûr, il y a la littérature qui est venue mettre son grain de sel, ou plutôt qui a carrément cimenté le stéréotype. Le personnage de Shylock, dans Le Marchand de Venise, c'est devenu l'archétype même de l'usurier avide et sans pitié. C'est une référence culturelle tellement puissante qu'elle a longtemps fait de l'ombre à la réalité historique. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est la question qu'on va se poser. Est-ce qu'on doit s'en tenir à cette caricature? Parce que derrière ce mythe se cache une histoire économique et sociale qui est en fait fascinante, pleine de nuances, pleine de paradoxes. Il est temps d'aller voir un peu ce qui se passe derrière l'image. Bon, mais alors comment on en est arrivé là? Pourquoi est-ce que cette activité, le prêt d'argent, s'est retrouvée, disons, collée à l'image des communautés juives? La réponse, ce n'est pas du tout un hasard. Elle se trouve au croisement de lois religieuses, de contraintes très concrètes et de besoins économiques bien réels. Alors là, on touche au cœur du système. D'un côté, on a le droit de l'Église chrétienne qui dit interdiction de prêter de l'argent avec intérêt à un autre chrétien. C'est un péché, le péché d'usure. Et de l'autre côté, on a la loi juive, la halacha, qui, elle, l'autorise, mais envers les non-juifs. Cette différence, elle n'est pas anodine. Elle a créé une sorte de brèche économique. Et ce mot, usure, il est super important de bien comprendre ce qu'il voulait dire à l'époque. Pour l'Église, ce n'était pas juste un taux d'intérêt trop élevé. Non, c'était le simple fait de gagner de l'argent sur le temps qui passe. Et le temps, disait-on, n'appartient qu'à Dieu. Donc n'importe quel intérêt, même minime, était à l'origine considéré comme un péché. Le truc, c'est que, malgré cette interdiction formelle, l'économie médiévale, elle, avait un besoin criant de crédit. Les rois pour leurs guerres, les nobles pour leurs châteaux, les marchands pour faire tourner leurs affaires, tout le monde avait besoin d'argent frais. On avait donc une demande énorme d'un côté et une offre qui, officiellement, ne pouvait pas exister de l'autre. Ok, assez parlé du mythe. Plongeons maintenant dans les archives, dans les faits, les chiffres, les documents de l'époque, les registres des notaires. Ils nous racontent une histoire bien différente. Vous allez voir, la réalité est beaucoup plus nuancée. Et ça, c'est un point vraiment essentiel. Le prêt, c'était loin, mais alors très loin d'être la seule, et souvent même pas la principale activité économique des Juifs. Les études qu'on a, par exemple à Marseille, montrent que le crédit, ça représentait au mieux un quart de leur fortune. Le reste, eh bien, c'était investi dans le commerce, l'artisanat, l'immobilier, bref, comme leurs voisins chrétiens. Autre idée reçue à dégommer, le monopole. Non, les Juifs n'avaient absolument pas le monopole du crédit. Quand on regarde les archives de Montpellier sur une cinquantaine d'années, on voit qu'ils ne représentent qu'un tiers des créanciers. Ça veut dire que les 2 tiers, la grande majorité des prêts, étaient en fait réalisés par des chrétiens qui avaient trouvé des combines pour contourner l'interdiction de l'Église. Et attendez, parce que ça se complique encore. Souvent, la personne juive qui prêtait l'argent n'était même pas le propriétaire de cet argent. Son rôle était beaucoup plus subtil. C'était un rôle de courtier, d'intermédiaire. Alors, comment ça marchait ce système? C'était assez ingénieux. Un riche noble ou marchand chrétien voulait faire fructifier son argent, mais ne pouvait pas le faire ouvertement. Il donnait donc les fonds à un prêteur juif. Celui-ci servait de prête-nom, il rédigeait le contrat et, point crucial, il prenait tous les risques si l'emprunteur ne remboursait pas. Pendant ce temps, l'investisseur chrétien, lui, touchait ses bénéfices en toute discrétion sans se salir les mains aux yeux de l'Église. Un arrangement bien pratique. Mais voilà le piège. Ce rôle, il était peut-être essentiel à l'économie, mais il était surtout incroyablement dangereux. Parce qu'en étant la face visible d'une transaction que la morale réprouvait, les prêteurs juifs se retrouvaient dans une position de vulnérabilité extrême, surtout face au pouvoir politique. Prenons l'exemple du roi Louis IX, le fameux Saint Louis, en France. Son règne est un cas d'école de cette précarité qui s'installe. On voit une escalade, année après année. D'abord, on efface une partie des dettes. Puis on lance des enquêtes. Ensuite, on menace de bannissement. On confisque les biens. Et pour finir, on impose un signe distinctif, la rouelle, pour séparer visiblement les Juifs du reste de la population. En quelques décennies, la pression est devenue insoutenable. Et attention, ce n'était pas que de la politique froide, administrative. Derrière tout ça, il y avait une hostilité religieuse très forte. Ce que nous dit ce chroniqueur de l'époque, c'est sans détour. Il nous parle de l'aversion personnelle du roi, une aversion qui servait de justification morale à toutes ses décisions politiques,
Et voilà le résultat, noir sur blanc. Ce document, ce n'est pas juste un bout de papier jauni, c'est un livre de comptes qui détaille, avec une précision glaçante, tout ce qui a été confisqué aux Juifs après leur expulsion. C'est la preuve comptable que ces expulsions étaient aussi, et peut-être même surtout, de formidables opérations financières pour les puissants. En fait, on peut carrément parler d'un cycle, un cycle d'exploitation assez redoutable et, disons-le, très cynique. Étape 1, le pouvoir royal autorise l'activité parce qu'il en a besoin et qu'il la taxe. Étape 2, il se met à accuser publiquement les prêteurs pour flatter l'opinion publique. Étape 3, quand ça l'arrange, il expulse toute la communauté, ce qui au passage efface ses propres dettes. Et enfin, étape 4, il confisque tous les biens et récupère les créances pour son propre compte. La boucle est bouclée. Et c'est ça tout le paradoxe de la situation. On a des communautés qui remplissent une fonction vitale, une fonction que la société majoritaire s'interdit à elle-même. Mais le prix à payer pour ce rôle indispensable, c'est une vulnérabilité de tous les instants. C'est le risque permanent de devenir le bouc émissaire parfait. Au final, cette histoire qui nous semble si lointaine, elle nous laisse avec une question. Une question qui, je pense, est toujours d'actualité. Qu'est-ce qui se passe quand une société délègue une fonction économique dont elle a absolument besoin à un groupe qu'elle décide, en même temps, de mettre à l'écart? C'est une question sur les dynamiques de pouvoir, sur la rencontre entre le besoin économique et l'exclusion sociale. Et ça donne à réfléchir.